Bienvenue à tous les curieux. Venez, on va prendre un café. Non, on devrait y retourner. Après vous avoir présenté les débuts prometteurs de cette grande réalisatrice dans la première partie, je vous propose de vous exposer les films qui composent actuellement la deuxième moitié de sa carrière. Et cette dernière est loin d'être anodine. Comment aurais-je pu savoir qu'il nous restait 17 heures, ou 12, ou 3 ? Car c'est elle qui va voir sa consécration critique ultime avec notamment l'Oscar de la meilleure réalisatrice. C'est la première femme à avoir obtenu cette prestigieuse récompense et vous devez absolument savoir comment c'est arrivé. Pour servir ce que de droit. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Kathryn Bigelow, seconde partie. Kathryn Bigelow revient donc en 2000 avec un tout petit film, Le poids de l'eau. Le Seigneur voit mon âme. Elle appartient au démon. Il est adapté d'un roman d'Anita Shrev qui s'inspire d'un crime authentique. Le casting est lui aussi très restreint avec Sean Penn, Liz Hurley et Catherine McCormack en vedette. C'est un film romantique doublé d'une enquête sur un crime centenaire dont le récit alterne sans arrêt entre époque contemporaine et reconstitution de 1873. Je vais faire le récit réel et véridique de l'événement qui continue de me hanter. Avec l'insertion de séquences en noir et blanc quand le récit concerne ce qui préfigure les événements déjà comptés en flashback. Jean James, incarnée par Catherine McCormack, est une journaliste américaine qui décide de se rendre avec son mari Thomas, un poète reconnu, incarné par Sean Penn, dans les îles Shoals, entre le Maine et le New Hampshire. Ce sera un week-end entre adultes avec Rich, le frère de Thomas, qui possède un voilier, et Adaline, jouée par Liz Hurley, la nouvelle petite amie de Rich. Sur le bateau, le jeu de séduction d'Adaline envers Thomas rejaillit sur les premières motivations qui ont poussé la journaliste à venir là, faire la lumière sur un crime ayant eu lieu en 1873. C'est un film atypique, voire unique dans la carrière de Kathryn Bigelow, qui est plus habituée aux scènes d'action et aux poursuites qu'au regard fugace et à la séduction. Mais ces éléments étaient déjà présents dans ses précédents films, surtout dans Blue Steel et Point Break. Et il faut reconnaître qu'elle s'en sort assez bien, même si ce n'est pas son registre de prédilection. Le succès du film est suffisant pour que la réalisatrice se lance dans un nouveau projet, K-19, le piège des profondeurs. S'il vous faut absolument un nom, notez le mien. Polénine Mikhail, commandant du K-19. Le film sortira en 2005. Une nouvelle fois, Kathryn Bigelow s'intéresse à une histoire vraie. C'est une histoire vécue par l'équipage d'un sous-marin russe en 1961, mais qui n'a été révélée qu'après la chute du mur de Berlin. Le sous-marin K-19 a la réputation d'être maudit, car plusieurs personnes de l'équipage sont mortes avant même sa mise à l'eau. Et puis lors de son baptême, la bouteille de champagne ne s'est pas brisée sur la coque, ce qui ne préfigure en général rien de bon, du moins selon la superstition. On a la guigne. Hélas, le film sera un échec commercial cuisant et recevra des critiques mitigées, même s'il a été depuis réévalué. Après Strange Days et K-19, Kathryn Bigelow n'a plus le droit à l'erreur et n'a pas les coups des franches. Elle décide alors de s'atteler à un film en apparence patriote, Des mineurs, ou The Hurt Locker en version originale. Le film s'ouvre sur une citation insistant sur le fait que pour certains, la guerre est une drogue. Nous avons là le véritable sujet du film. Plus que la guerre, le combat, les terroristes, les bombes ou les démineurs, le métrage va nous présenter les raisons de cette addiction, voire ses conséquences. Dès le début, nous sommes plongés au cœur de l'action avec une situation très tendue, visiblement en Irak en 2004 ou 2005. La plus grande menace semble être les IED, en français non abrégé, les dispositifs explosifs improvisés, autrement dit, les bombes artisanales. Notre informateur dit qu'il a vu des fils électriques cachés sous les gravats. Et ça peut être un IED. Ouais. Elles servent aussi bien à tuer qu'à détourner l'attention des soldats ou les attirer, tels des leurs. Bref, à faire le plus de dégâts possible. Le scénario de Mark Ball, qui s'était déjà illustré avec le script de Dans la vallée d'Ella de Paul Haggis, s'attarde sur William James, un démineur américain qui constitue un peu le cliché du soldat Maverick. Salut, ça va? Will, je m'appelle Will. Bienvenue dans la compagnie Bravo et bienvenue au camp Victory. Jeremy Renner incarne ce militaire, un démineur véritablement accro à son travail et donc à la guerre. Malgré les morts, les blessés, le stress, la souffrance, il rempile à chaque fois pour avoir sa dose d'adrénaline. Combien de bombes vous avez désarmées? 873, monsieur. 873. Malgré sa femme et son enfant qui l'attendent à la maison. Il n'est pas insensible et ce n'est pas un robot, c'est juste plus fort que lui. À sa sortie, c'est la consécration pour The Hurt Locker et pour Kathryn Bigelow, car le film est acclamé partout pour sa véracité, l'intelligence de son propos et son originalité. Kathryn Bigelow affiche en préambule une citation comme quoi la guerre est une drogue. Puis elle nous présente ce personnage qui sauve des vies, mais vit l'enfer. T'as environ 45 secondes, Sunburn, casse-toi! Il est foutu, James, il est mort! Casse-toi, je t'ai dit! Elle nous met face à sa décision de rempiler. Soyez le bienvenu dans la compagnie Delta.
sergent. Et l'on comprend mieux la citation du début, parce qu'on a vu tout ce qu'il a traversé. Démineur remporte une pluie de récompenses aussi bien artistiques que techniques, et les plus prestigieuses sont les 6 Oscars glanés début 2010 au nez et à la barbe de James Cameron, l'ancien mari de Catherine, mais aussi son inspiration et son mentor en début de carrière, venu concourir avec le cultissime Avatar. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario pour Mark Boal, meilleur montage son et meilleur mixage son. Avatar remporte quant à lui 3 Oscars techniques. Suite au succès de Démineur, Catherine sait qu'elle a trouvé sa voie et ne la quittera plus. Ce style documentaire pris sur le vif dont on a vu les premiers soubresauts dans les séquences Squid de Strange Days est maintenant le sien, et le scénariste Mark Boal ne la quittera plus non plus. Ce film lui a permis de s'émanciper de James Cameron tout en trouvant un nouvel alter ego. Pour son prochain film, Catherine Bigelow ne pouvait pas décevoir, et comme elle a vraisemblablement trouvé la bonne formule, elle décide de continuer à creuser le même sillon. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, les USA se sont lancés dans une guerre contre le terrorisme, contre Al-Qaïda et sur 2 fronts, en Irak et en Afghanistan. 20 détenus ont reconnu cette photo d'Abu Ahmed. Ils disent qu'il faisait partie du cercle rapproché en Afghanistan avant le 11 septembre. À la capture de Qassem, il est parti travailler pour Abu Faraj, principalement comme messager entre Faraj et Ben Laden. C'est une mine quasiment inépuisable d'histoires ayant le potentiel cinématographique et émotionnel de Démineur. Comme elle ne souhaite pas se répéter, la réalisatrice privilégie pour son film suivant le front afghan. Et la bataille de Tora Bora lui offre le contexte idéal. Après la prise de Kaboul par les Américains et l'Alliance du Nord le 14 novembre 2001, les talibans et les djihadistes d'Al-Qaïda, avec à leur tête Oussama Ben Laden, se sont enfuis dans les montagnes de Tora Bora. Dès le 15 novembre, Gary Bernsen, chef de la station locale de la CIA, apprend par des indices qu'Oussama Ben Laden a quitté Kaboul et tente de rejoindre Jalalabad. Pour le traquer, il forme alors la team Juliet. Malgré le manque de soldats et de soutien sur place, la coalition réussit à reprendre les montagnes des mains des talibans. Oussama Ben Laden réussit malgré tout à s'enfuir et sa traque durera près d'une décennie. C'est donc un événement fondateur pour la coalition, mais un échec pour la CIA. Après le triomphe de Démineur, Bigelow fait de nouveaux appels à Mark Boal pour écrire le script du film, et la pré-production est bien avancée quand la nouvelle tombe de la bouche du président Barack Obama. Oussama Ben Laden est mort. La traque est finie. Monsieur, l'expert de l'agence nous annonce une confirmation visuelle. L'événement est trop important pour que Catherine Bigelow n'en tienne pas compte et reste sur un projet soudainement devenu trop ancré dans le passé et plus du tout d'actualité, la fuite de Ben Laden. Mon oncle m'a dit qu'il travaillait pour Ben Laden. D'un commun accord avec Mark Boal, elle décide de changer son fusil d'épaule et de faire de la traque victorieuse d'Oussama Ben Laden le sujet de son prochain film. D'ailleurs, c'est l'interrogatoire à Guantanamo du Saoudien Mohamed Al-Qahtani, un membre d'Al-Qaïda capturé à Tora Bora par des agents de la CIA, qui permettra la localisation de Ben Laden après une enquête minutieuse et de nombreux recoupements. Comme pour Blue Steel, Catherine Bigelow souhaite que le personnage principal de ce film, autrement dit son alter ego, soit une femme. Elle choisit Jessica Chastain pour camper Maya. C'est vous, Maya? Oui! Vous êtes drôlement importante! Une jeune analyste de la CIA qui va faire de la traque d'Oussama Ben Laden l'objectif suprême de toute sa vie et de toute sa carrière. Qu'avez-vous fait d'autre pour nous, en dehors de Ben Laden? Rien, monsieur. Je n'ai rien fait d'autre. Le film est à la fois un film de guerre, mais aussi un film d'espionnage, une enquête et le portrait d'un personnage hors norme qui est farouchement décidé à remplir sa mission pour le bien de son pays et parce qu'elle en a fait une affaire personnelle. Ce qui est impressionnant dans ce film, c'est que la réalisatrice et son scénariste tiennent aussi compte du changement de politique, de président, des priorités gouvernementales et de l'opinion publique durant la traque. Maya et les agents de la CIA n'ont pas les mêmes moyens ni les mêmes droits ou devoirs en 2002 et en 2010, seul l'objectif reste le même. Le film se termine évidemment par l'opération Trident de Neptune, qui a vu 23 hommes des SEAL Team 6, des combattants d'élite, pénétrer dans la maison fortifiée de Ben Laden, située quelques kilomètres après la frontière pakistanaise. Zero Dark 30 est un terme militaire qui signifie minuit et demi, soit l'heure à laquelle l'opération a été lancée. Le film est une réussite, tant critique que publique, même si un début de polémique concernant la torture comme méthode d'interrogatoire a éclaté à sa sortie. En 2017, Catherine Bigelow revient avec Détroit, qui nous raconte les émeutes raciales ayant éclaté dans cette ville en 1967, et spécifiquement ce qu'il s'est passé durant ces événements au motel Algiers. Elle s'était déjà fait l'écho des émeutes raciales à Los Angeles à la suite de l'affaire Rodney King dans Strange Days, car elle se trouvait elle-même dans cette ville et que le chaos l'avait durablement marquée. La police déclare ne pas disposer d'assez d'hommes pour lutter contre les pillages et va se concentrer sur la protection des pompiers. Cette fois, elle décide de consacrer un film entier au sujet avec l'aide de son scénariste devenu attitré, Mark Boal, et de donner le nom de la ville au film, pour en faire le symbole de cet événement tragique, symptomatique et symbolique. Cette fois, le scénario ne suit pas un ou plusieurs personnages avec une construction d'histoire linéaire, mais se focalise à 3 reprises sur des événements ayant eu lieu dans des endroits de plus en plus petits et exigus, de manière à faire monter la tension et l'inexorabilité de la situation finale de manière crescendo. Les rues, le motel et enfin le tribunal. Tout commence à l'été
l'été 1967, alors que les manifestations contre la guerre du Vietnam et la ségrégation raciale se multiplient aux USA. Les événements basculent dans la violence à Détroit, dans le Michigan, et la police reçoit de nombreuses plaintes pour pillage. La ville est au bord de la guerre civile. On voit déjà là ce qui fait l'attrait de Catherine Bigelow pour le sujet, car tous ces films parlent d'inexpérience et d'adaptation. Dans Blue Steel, le personnage de Jamie Lee Curtis était considéré par ses supérieurs comme une jeune recrue à la gâchette facile. Cela rendait d'autant plus difficile sa défense lorsqu'elle avait dû expliquer pourquoi elle avait tiré mortellement sur le braqueur de la supérette. Depuis que t'es petite, hein. Oui, je veux tirer sur tout ce qui bouge. Mais là où le film va plus loin, c'est lorsqu'il quitte les rues de Détroit pour se concentrer durant plus d'1 heure sur le motel Algiers, où une arme de poing aurait été aperçue par une fenêtre. Des policiers vont alors profiter de l'isolement des lieux, car ils sont seuls avec des clients de l'hôtel et cherchent coûte que coûte l'arme en question, au mépris du droit des citoyens et de la loi. Au cours des émeutes qui ont ravagé Détroit pendant une semaine, 3 Noirs ont été abattus dans un motel. La police et la garde nationale étaient sur place à la recherche d'un tireur isolé. La véracité des faits qui s'y sont déroulés est compliquée à établir, de l'aveu même de la réalisatrice, car seules les personnes présentes savent la vérité. Or, leur version est dissonante. Elle a choisi de privilégier la parole des victimes, ce en quoi elle a eu vraisemblablement raison, car certaines preuves matérielles sont venues étayer cette version. Le film se termine par le procès de certains policiers et le verdict achève d'enfoncer le clou du message particulier du film. Peut-on tout se permettre sous couvert d'autorité et de peur, sans conséquence légale à ses actes? Ce film a le mérite de donner un élément de réponse. Une petite polémique concernant la légitimité de Bigelow à traiter du problème du racisme malgré ses origines norvégiennes a éclaté lors de la sortie du film, ayant eu lieu 50 ans après les faits, mais elle s'est rapidement éteinte, notamment lorsque l'acteur John Boyega a défendu la réalisatrice et son traitement juste des événements. C'est à ce jour le dernier film de celle que les cinéphiles surnomment affectueusement la Grande Catherine, et j'espère vivement que ce ne sera pas le dernier. Il n'y a rien à ajouter. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.